Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui je vais vous parler des lectures que j'ai faites fin décembre et pour le début du mois de janvier. Je vais commencer avec Hamster à l'école de Nathalie Quintane, qui est un ouvrage donc, où l'autrice va nous raconter son enseignement au collège depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et ce dans différents établissements, à la fois des collèges plutôt favorisés et d'autres qui sont plutôt défavorisés. Et on peut considérer que c'est un petit peu un ouvrage un peu plutôt autobiographique, hein, puisqu'elle va partager ses témoignages et ses observations sur l'ensemble du système éducatif français et ses spécificités et ce qu'elle trouve d'absurde dans le système éducatif français. Donc elle va analyser par exemple son lieu de travail avec beaucoup d'humour et de jeux de mots assez, voilà, un humour un petit peu cinglant, un petit peu piquant. Et elle fait tout simplement voilà, une critique de ce système éducatif en mettant en avant certains principes ou certaines réformes qui ont été faites qui sont complètement absurdes. Et pour vous donner une petite idée du ton qu'elle emploie, je vais vous lire un extrait, ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà. La structure, c'est la note. Les élèves sont notés par les profs sont notés par l'administration de l'établissement et les inspecteurs. L'administration de l'établissement et les inspecteurs sont notés par leur hiérarchie. La hiérarchie est notée par le ministère à l'intérieur du ministère, tout le monde est noté. Le pays France lui-même est noté. Donc voilà, elle parle aussi pas mal du système, du principe de notes qui a ensuite été passé sur un système de lettres et que bon globalement ça revient à peu près à la même chose. Donc voilà, faut quand même vous dire que en commençant ce livre-là, je connais quand même pas mal de choses sur le fonctionnement du système éducatif, ou en tout cas j'ai entendu beaucoup de témoignages et de retours d'enseignants et de profs en collège et en lycée. Et disons que je m'attendais du coup à trouver des redondances finalement avec ce que j'avais déjà entendu et à m'ennuyer un peu dans le livre. Alors j'ai pas appris beaucoup de nouvelles choses, mais je me suis pas ennuyée. Parce qu'en fait Nathalie Quintane, je crois qu'elle est poétesse à la base et elle a un style assez particulier qui se voit en fait dans la disposition de son texte. Elle fait beaucoup de retours à la ligne. Et elle utilise notamment la forme du rejet ou du contre-rejet, je ne sais plus exactement, mais en fait elle va isoler un mot d'une ligne en le renvoyant à la ligne, mais du côté opposé, en marquant avec un crochet, pour qu'on voit vraiment que le mot soit vraiment isolé. Et ça peut paraître très bizarre au début de la lecture parce qu'on n'a pas un texte qui est justifié comme c'est le cas habituellement quand on lit un ouvrage, mais on a vraiment un texte qui, voilà, avec des retours à la ligne qui peuvent parfois être surprenants. Mais ça permet de mettre en évidence certains mots, et en fait quand on lit le texte à voix haute dans sa tête ou à voix haute tout simplement normalement, on se rend compte que de l'emphase qu'elle cherche à mettre, et en tout cas ça met un rythme un petit peu particulier à son texte et j'ai trouvé ça intéressant. Pour ce qui est du titre Hamster à l'école, Nathalie Quintane dit tout simplement à un moment donné qu'elle est un hamster dans la roue du système. Et c'est également une référence à un exercice qu'elle fait avec ses élèves où elle leur demande ce qu'ils aimeraient bien être et pourquoi ils voudraient l'être, et il y a un élève qui lui dit qu'il aimerait bien être un hamster pour pouvoir stocker de la nourriture, donc je pense que le titre vient aussi de là. Ensuite, j'ai lu des contes d'Hoffmann, donc c'est un auteur allemand du 19e siècle, donc plutôt un univers assez romantique, vous pourrez vous en douter. On va voir l'élément par exemple de la musique qui revient assez régulièrement. Je crois qu'Hoffmann voulait être compositeur ou musicien à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait. Ou en tout cas on sent qu'il a une grande admiration pour la musique. On retrouve un univers plutôt élégant, mystérieux, avec des illusions, des apparitions, des fantômes, donc plutôt une ambiance que j'apprécie en tout cas dans cette littérature-là. Et je dois avouer que j'ai été assez surprise dans cet ouvrage par un élément. À un moment donné dans un conte, on a un dialogue entre deux personnages, un personnage qui s'appelle Berganza et un personnage qui est le narrateur. Et Berganza explique que pour lui les femmes, passé leurs 25 ans, elles deviennent des choses inutiles puisqu'elles n'ont pas de cervelle et leur jeunesse est en train de s'évaporer, donc elles n'ont plus aucun intérêt. Et en face, donc le personnage du moi, dans lequel je pense qu'il y a une part de l'auteur Hoffmann, lui répond, commence à lui poser des questions, lui demander pourquoi est-ce que tu penses ça, et moi pour ma part je connais des femmes qui sont plus âgées, qui sont très belles, très intelligentes et avec qui j'adore discuter. Enfin, qui essayent un petit peu de nuancer ce discours, la première idée de Berganza qui est que les femmes voilà, sont inutiles, sont stupides. Et disons que ça m'a surprise parce que, voilà, habituellement dans la littérature du 19e, j'ai déjà vu de la misogynie à plusieurs reprises, notamment chez Théophile Gautier.
Voilà, c'est comme ça entre guillemets, hein. C'était une autre époque on peut dire, mais je m'attendais pas à ce que ça soit questionné ici par Hoffmann et du coup j'étais agréablement surprise. Après, pour le reste, c'est un ouvrage qui m'a un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que les histoires étaient un petit peu alambiquées, ça allait chercher un peu loin parfois et j'avais du mal aussi à suivre certaines intrigues. Donc je suis pas complètement convaincue par cette lecture-là, mais j'aime en tout cas l'univers d'Hoffmann m'a bien plu, donc je pense que j'essaierai de lire d'autres nouvelles ou recueils de cet auteur. Un autre recueil de contes, mais cette fois-ci beaucoup plus récent puisqu'on part avec Italo Calvino en Italie et au XXe siècle. Donc c'est un recueil de contes qui est assez particulier puisqu'en fait Italo Calvino est allé dans différentes régions d'Italie pour aller à la rencontre de ses habitants et écouter leurs histoires, leurs mythes, leurs légendes et les transposer donc sous forme de contes merveilleux. Donc il a traduit par exemple certaines histoires du patois italien par exemple, ou de certains dialectes régionaux je pense aussi. Et donc voilà, donc on va retrouver des reines, des rois, des princes et princesses, et également des sorcières. On a aussi toute une partie qui est beaucoup liée à de légendes qui sont liées à la mer, qui sont liées au fond marin, à l'océan, à des créatures de l'océan. Ce qui s'explique je pense par le fait que voilà, l'Italie est quand même entourée de mer, il y a aussi la Sicile. Donc voilà, on retrouve un petit peu cet univers là. Et donc pour ma part j'ai bien apprécié et j'ai lu le livre en édition bilingue et je dois avouer que pour apprendre une langue je pense que le format du conte est tout à fait approprié parce qu'on va avoir du vocabulaire qui revient régulièrement d'une part et qu'il n'y a pas une grande complexité dans les mots utilisés ou en tout cas dans la structure narrative, il n'y a rien de complexe. Donc c'est assez facile à suivre et à découvrir et donc j'ai beaucoup aimé le découvrir de cette façon là. J'ai lu Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui est un court texte qu'on peut facilement se procurer en ligne également si ça vous intéresse. Alors c'est un texte qui se veut un petit peu comme un programme politique, c'est un pamphlet très violent, très virulent contre les hommes et le patriarcat, dans lequel notamment Solanas va en fait lister toutes les tares, toutes les faiblesses des hommes. Pour vous donner une petite idée du ton qu'elle a, elle va lister à un moment donné tous les hommes qu'elle considère comme nuisibles et vous allez voir c'est pas triste. Parmi les hommes les plus odieux ou les plus nuisibles, on compte ceux qui violent, les politiciens et toutes leurs cliques, les chanteurs, compositeurs et musiciens gnangnans, les PDG, les chefs de famille et honnêtes travailleurs, les proprios, les patrons de gargotes, de restaurants et de magasins à musique d'ambiance, les grands artistes, les joueurs qui jouent petit, les flics qui alpaguent, les procureurs qui accusent et les juges qui collent des années à tous ceux qui violent les lois, anti-drogue et anti-jeu. Je passe qu'il y a beaucoup de détails. Les agents de change, les hommes qui parlent pour ne rien dire, les pollueurs de voie publique, les plagiaires, les hommes qui font un tant soit peu de mal aux femmes, tous les requins de la publicité, les psychiatres et les psys, les hommes qui s'imaginent avoir droit à la compagnie des inconnus qu'ils rencontrent, les censeurs publics et privés, toute l'armée, y compris les appelés. Donc vous voyez que ça fait quand même un paquet de monde. Et puis ça peut faire un peu sourire le ton qu'utilise Solanas parce que voilà, elle est extrêmement virulente. Hein. Pour elle, les hommes ce sont des moins que rien, ce sont des parasites qu'il faut écraser. Leur objectif, ils sont tellement médiocres en fait, ils voudraient ressembler aux femmes, mais comme ils ne peuvent pas, ou en tout cas ils ne veulent pas le faire, et du coup ils vont écraser les femmes. Même envers les femmes, elle est dure aussi, hein, Solanas, elle a des propos, elle dit qu'il y a les filles à papa, il y a les... je sais plus comment elle dit ça exactement, enfin elle est vraiment très en colère dans cet ouvrage. Et on peut sourire, s'amuser de cette colère qu'elle a, mais je pense que Solanas, elle rigolait pas, et sa violence, quand on connaît le parcours de Solanas, elle s'explique complètement, elle est complètement justifiée. C'est une femme qui a été victime de pédophilie, d'inceste, qui a été battue, qui a vécu dans la rue, qui était SDF, elle a été travailleuse du sexe, c'est-à-dire elle s'est prostituée, mais elle a aussi été, je crois, elle a été aussi actrice de films pornographiques. Et voilà, enfin c'est aussi une femme qui était lesbienne out dans les années 50. C'est une femme qui a en fait eu une histoire avec Andy Warhol, si j'ai bien compris. Elle lui a proposé un de ses textes qu'il a plus ou moins ignoré, enfin il l'a fait mariner, etc. Et elle a essayé de le tuer. Elle a tenté de le tuer à coups de pare-balles. Hein. Elle a même presque réussi puisque je crois qu'il est resté à l'état de mort clinique pendant quelques temps. Et voilà, puis elle a suivi aussi ensuite tout un parcours en hôpital psychiatrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Scum Manifesto, à la base, c'est elle qui l'a imprimé seule, qui s'est débrouillée pour le distribuer seule dans la rue, que personne ne voulait éditer son texte au début. Et publier son texte, pardon, pas éditer. Et quand elle a essayé d'assassiner Andy Warhol, son éditeur, il a vu qu'il y avait un coup à faire en fait avec les médias, et là cette fois-ci il a bien voulu publier le texte pour se faire masse de fric dessus.
Et donc voilà, on peut se douter en fait, quand on apprend tout ça, quand on voit tout ça, on peut comprendre que Solanas, elle ait une haine profonde et viscérale des hommes et qu'elle n'en veuille pas en fait dans le monde en général. La postface est vraiment bien aussi, j'ai trouvé, c'est de Lorraine Bastide que je connais pas plus que ça, et je trouve qu'elle a vraiment, elle essaie vraiment d'expliquer que le texte de Solanas, les gens savaient pas trop comment le prendre, que c'était pas vraiment pris au sérieux par les médias, mais qu'en fait il y a quand même des choses qui sont très importantes, des choses qu'elle dénonce, qu'elle explique qui sont quand même vraies et importantes. Et je pense aussi que Lorraine Bastide, elle prend du recul par rapport à sa position à elle. Je vais vous lire ce qu'elle dit à la toute fin et qui me semble bien résumer l'ensemble de cette postface. Mais je persiste à penser qu'on aura vraiment compris Solanas le jour où l'on demandera à une travailleuse du sexe d'écrire cette postface. Le jour où cela sera une personne trans qui s'y attellera. Le jour où ce sera une femme noire qui sera autorisée à dire oui, je lis dans ce texte ma rage et ma colère. Oui, ce projet d'éradication des hommes est un projet acceptable. Oui, ils m'ont vraiment fait chier. Et oui, j'ai envie de les tailler en pièces. Ce jour-là, nous serons prêtes. Donc voilà, c'est un texte qui est considéré comme fondateur dans le féminisme. Personnellement, je n'avais jamais rien lu d'aussi virulent, je pense. J'allais dire dépente, mais j'ai pas lu King Kong Theory, moi j'ai juste lu sa trilogie Vernon Subutex. Elle est violente, mais pas de cette façon-là en tout cas. Et surtout comprendre que, au-delà du fait que ça puisse nous faire sourire, de voir qu'il y a des mécaniques que Solanas explique et dénonce qui sont réelles, elle nous montre vraiment toute l'emprise qu'ont les hommes sur le monde, et que ça n'a pas lieu d'être finalement, que ce n'est pas normal. Donc c'est un texte qui me semble vraiment important et qui reflète, je pense, toute une rage que beaucoup de femmes ont en elles, qui est entièrement justifiée. On change de registre avec Apokawitch de l'Atelier du Jeudi. Alors l'Atelier du Jeudi, c'est un collectif d'auteuristes et d'illustratrices qui a publié donc ce texte de plusieurs nouvelles autour du thème de la sorcière et de l'apocalypse, d'où le titre Apokawitch. Alors la couverture est absolument magnifique, elle a été réalisée par Arkestar, c'est un artiste que j'avais découvert en convention et dont j'aime beaucoup le travail, et donc j'étais ravie de le retrouver sur ce projet-là. Et on a aussi des illustrations à l'intérieur du livre qui ont été réalisées par Raphaël Paty. Alors on va avoir cette histoire avec des sorcières, des chats, et des thèmes un peu plus, on va dire, peu abordés, enfin peu fréquemment abordés je trouve, comme par exemple la sexualité, le polyamour et beaucoup de personnages queer en général, donc c'était plutôt cool. Après voilà, je trouve que ces nouvelles ne se valent pas toutes, j'ai trouvé que c'était assez, le recueil est quand même assez inégal dans l'ensemble, mais il y a deux nouvelles qui m'ont particulièrement plu et que je retiens. La première c'est Reine du crépuscule, avec une vieille dame qui est à la recherche de son chat dans un pays d'Amérique du Sud, et on s'aperçoit assez vite que elle semble toujours assez perdue, elle sait jamais trop où elle est, elle oublie des petits détails, etc. Elle oublie pas mal de choses, elle se rappelle pas toujours bien de ce qui s'est passé avant, donc on se rend compte en fait qu'elle est atteinte de perte de mémoire ou d'Alzheimer, on sait pas trop. Et je trouve qu'il y a là un vrai parti pris de mettre comme personnage principal une femme âgée avec des pertes de mémoire, et de la montrer comme quelqu'un non pas qui va être sans cesse dans la, on va dire, toute seule, enfin qu'elle est incapable de se débrouiller tout seul, au contraire c'est un personnage qui va nous être montré comme puissant, comme avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de force en fait, et qui va même carrément se révolter un peu contre tout un système dans la ville, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un parti pris assez fort. Il y a aussi une ambiance esthétique dans cette nouvelle que j'ai trouvée singulière, qui en tout cas m'a marqué. Il y a à plusieurs reprises en fait il va y avoir des formes gigantesques, un peu des masses grouillantes qui vont se déplacer. Et ça m'a beaucoup rappelé l'ambiance et l'animation dans les films Ghibli, notamment par exemple Le Voyage de Chihiro. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, il y a des moments où on a un peu des débordements dans cette espèce de source thermale, là, je sais plus exactement, mais il y a un débordement, il y a plein de... ça déborde, ça dégueule de partout, et il y a un peu ce côté-là, un peu gigantesque, un peu grouillant, qu'on retrouve, en tout cas j'ai vraiment pensé à ça, et ça m'a bien plu. La deuxième nouvelle que j'ai bien appréciée, c'est Erreur d'aiguillage. Donc cette fois-ci on va suivre une apprentie sorcière qui s'appelle Andy et qui fait un stage dans les enfers, et son travail va constituer à tout simplement aiguiller des démons en fonction des invocations qui auront été faites sur Terre et de pourquoi ces invocations ont été faites. Donc le travail d'Andy est en fait de sélectionner les démons les plus appropriés pour la tâche, pour leur confier ces tâches là. Donc déjà un univers qui est très... plutôt original je trouve, avec voilà, différents démons que Andy va rencontrer, avec lesquels elle va devenir amie. Et par la suite on va en fait voir comment Andy met en place tout un système informatique pour
optimiser cet aiguillage pour le rendre plus efficace, et ça marche, on le voit. Et c'est pas du goût de ses collègues qui considèrent que voilà, c'est qu'une stagiaire, faudrait qu'elle sache rester à sa place quand même, et puis eux ils aiment pas le changement, ils veulent rester dans leur petit fonctionnement bien classique sans faire de vagues. Et donc voilà, donc c'est une critique un peu, donc vous en doutez, du monde du travail. Ça parle aussi de syndicats pour lutter contre certaines injustices qui sont faites, hein, puisqu'on verra qu'il y a des démons qui sont entre guillemets mal payés, qui sont pas respectés. Donc c'était assez intéressant, cet univers en tout cas a été, je trouve, bien vu. Bref, j'ai trouvé que c'était très cool et je sais pas pourquoi, j'aurais vraiment vu une petite série adaptée de cette nouvelle. Cette ambiance un peu quotidienne au travail mais avec un univers décalé, avec des démons, etc. Je pense qu'il y aurait vraiment eu moyen de faire quelque chose de très cool, de très fun, un peu entre le... je sais pas pourquoi ça me pense un peu à The Good Place, un peu dans l'idée, mais je sais pas. Je vais terminer avec un autre ouvrage d'Italo Calvino qui est Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Alors je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je suis chroniqueuse sur l'émission 1 heure et des pixels et justement je parle un peu des liens entre littérature et jeux vidéo, et il se trouve que j'ai parlé d'un jeu qui s'est fortement inspiré de cet ouvrage là qui s'appelle Si par une nuit d'hiver 4 voyageurs, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc c'est pour ça que j'ai lu cet ouvrage de Calvino, un roman pour le moins très singulier puisqu'il s'agit en fait d'un enchâssement de plusieurs récits où l'auteur va s'adresser directement à un personnage qui s'appelle le lecteur, avec donc un L majuscule et au masculin. Et ce lecteur finalement, il va commencer à vouloir lire un livre, et à chaque fois, il pourra jamais finir de lire le livre. Il va soit le livre n'est pas achevé, ou alors le lecteur est obligé d'arrêter sa lecture. Et donc il va chercher à chaque fois à retrouver la suite de ce livre ou à poursuivre sa lecture, et donc c'est comme ça qu'on va avancer au fur et à mesure dans l'ouvrage. Donc on va sans arrêt alterner entre le récit cadre avec le lecteur et l'incipit de ces romans abandonnés. Et par exemple le premier roman qu'on va rencontrer, eh bien c'est Si par une nuit d'hiver, un voyageur, qui se passe donc dans une gare avec un voyageur en hiver. Au total, l'œuvre elle se décompose en 11 fragments, donc on alterne sans arrêt entre ce récit cadre avec le lecteur et le début de ces romans qui sont toujours inachevés. Et donc vous pouvez vous en douter, c'est une œuvre qui est très labyrinthique puisqu'on va sans arrêt changer de point de vue, changer d'histoire. C'est une narration qui peut être assez perturbante et dans laquelle on peut vite se perdre. Et ça permet en fait à Calvino d'interroger le genre du roman. Déjà, il utilise la deuxième personne du singulier, qui est quelque chose de très rare dans le genre du roman et qu'on voit plutôt utiliser en poésie. Et avec cette utilisation-là du tu, ça lui permet en fait d'un peu d'interpeller le lecteur, donc à la fois le personnage lecteur mais aussi nous derrière lectrice, sur des techniques qui sont utilisées par l'écrivain dans son roman. Je vous lis deux extraits pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. C'est sans doute la raison pour laquelle l'auteur accumule supposition sur supposition dans un long paragraphe dépourvu de dialogue, pour que je puisse passer inaperçu et disparaître dans l'épaisseur serrée opaque du plomb. Et un peu plus loin, si tu n'as pas pu t'empêcher, lecteur, de me remarquer parmi les voyageurs qui descendaient du train, puis de suivre mes allers et retours entre le buffet et le téléphone, c'est seulement parce que mon nom est moi. Tu ne sais rien d'autre de moi, mais cela suffit pour te donner le désir d'investir dans ce moi inconnu quelque chose de toi. Exactement comme l'auteur, sans avoir l'intention de parler de lui, et n'ayant décidé d'appeler moi son personnage que pour le soustraire à la vue. Voilà, donc je m'attends pas plus, mais vous voyez qu'il y a une alternance entre les pronoms je, tu, moi qui est vraiment assez troublante et qui crée vraiment une confusion entre auteur, narrateur et le lecteur, et puis nous aussi en tant que lectrice derrière. Et voilà, donc on sort du cadre, on rentre dedans en permanence, donc voilà, beaucoup de confusion qui peut se créer par rapport à ça, et ce qui fait que le livre n'est pas toujours évident à suivre et peut être parfois un peu complexe. Mais ça reste quand même très intéressant et habilement écrit par Calvino, d'autant plus que chacun des débuts de romans qu'on va commencer des incipits qu'on va commencer à lire sont toujours dans un genre un peu différent. On va avoir le genre du thriller, le genre policier, le roman d'espionnage un petit peu, donc là encore il joue aussi sur les genres, c'est assez intéressant. Mais voilà, comme je disais, c'est quand même 11 fragments, c'est peut-être un peu beaucoup. Au bout d'un moment on commence à se lasser un peu de cette alternance. Enfin, je trouve qu'il y a une répétition qui se crée et qui est intéressante, mais qui crée plus vraiment de surprise. Enfin, on sait qu'à chaque fois il va jamais pouvoir finir son roman et que voilà, on va se retrouver transporté dans un autre élément. Même si on a une histoire en fond qui commence à se tisser. Va aussi y avoir une espèce une trame de séduction envers une lectrice que va rencontrer le lecteur à un moment donné et qui est un peu lourdingue, je trouve, qui était pas très subtil, j'ai trouvé.
Donc voilà, en soi c'est une lecture qui était intéressante et que j'ai fait voilà, dans le cadre de ma chronique, mais qui en plus à titre personnel avait vraiment un intérêt je trouve pour se questionner sur le jour du roman, parce que j'avais vraiment jamais lu de livre de ce type. Mais c'est pas une lecture non plus forcément très agréable, toujours très agréable. Et voilà, j'ai bien apprécié, c'est un style intéressant, mais c'est loin d'être mon roman préféré. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez des recommandations à me faire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!